Après l'enterrement de mon père, mes frères m'ont traité de voleur devant toute la famille. Ils pensaient que j'allais baisser les yeux. Ils ignoraient que j'avais 4 ans de preuve dans une chemise cartonnée. Je m'appelle Raymond, j'ai 63 ans, et depuis que j'ai pris ma retraite anticipée de l'atelier municipal, mes journées ont surtout tourné autour de mon père. Je vis à 20 minutes de l'EHPAD où il a passé ces derniers mois, avec Claire, ma femme, qui a vu plus de comptes rendus médicaux sur la table de la cuisine que de cartes postales. J'ai 2 frères, Alain et Thierry. Pendant 4 ans, ils ont toujours eu une bonne raison de ne pas venir. Et moi, j'ai toujours trouvé une mauvaise raison de ne pas leur en vouloir. Mon père, Marcel, avait 88 ans quand il nous a quittés. Avant que tout se dégrade, c'était un homme qui se levait tôt, qui arrosait ses tomates avant même de boire son café et qui râlait contre les journaux télévisés avec une énergie presque rassurante. Depuis le départ de ma mère, il vivait seul dans sa petite maison, avec ses habitudes, son vieux fauteuil près de la fenêtre et son carnet de jardinage où il notait encore la date des premières courgettes. Le premier incident de santé a eu lieu un matin de novembre. C'est le voisin qui m'a appelé pour m'avertir que mon père avait eu un malaise dans le jardin et que les secours étaient là. Je me souviens du froid dans le combiné, comme si la nouvelle avait traversé le téléphone avec l'air du dehors. Quand je suis arrivé aux urgences, mon père était pris en charge, avec un bracelet d'hôpital au poignet et ses vêtements dans un sac plastique transparent posé sous la chaise. Il essayait de plaisanter en disant que ces jeunes l'avaient bien emmitouflé. J'ai ri parce qu'il fallait rire. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin dans un couloir trop éclairé, avec un café de distributeur qui avait le goût de carton mouillé. On m'a parlé de blessures, de perte d'équilibre, de surveillance. Je me suis dit que c'était juste un mauvais passage. Je ne savais pas que ça allait durer 4 ans. Au début, mes frères ont promis. On avait créé un groupe WhatsApp qui s'appelait simplement Un Papa. Alain, l'aîné, avait écrit qu'il fallait s'organiser sérieusement. Il avait 66 ans, une voix toujours posée, le genre d'homme qui donne l'impression d'être raisonnable même quand il ne fait rien. Il avait ajouté qu'il viendrait un week-end sur 2. Thierry, le cadet, 59 ans, avait répondu presque aussitôt pour dire qu'il pouvait gérer les papiers à distance et qu'il suffisait de lui envoyer ce qu'il fallait. Il avait ensuite ajouté « Ne t'inquiète pas, Raymond, on est 3 fils, pas un seul ». Pendant 2 semaines, j'y ai cru. Alain a appelé 2 fois. Thierry m'a demandé de scanner une ordonnance et un courrier de la caisse de retraite. Après ça, les messages ont commencé à rester avec 2 coches bleues sans réponse. La santé de mon père ne s'est pas effondrée d'un seul coup. C'est venu par petites marches. Une hospitalisation pour un problème de santé. Une autre pour une faiblesse. Un rendez-vous chez le cardiologue. Un passage chez le médecin traitant. Des analyses à récupérer. Des médicaments à vérifier parce qu'il mélangeait les boîtes. Un jour, j'ai trouvé 2 comprimés du soir dans le pilulier du matin et il m'a regardé avec un air vexé, affirmant qu'il ne perdait pas encore la tête. Je n'ai pas répondu. J'ai juste remis les comprimés dans la bonne case. Ma retraite a changé de forme. Je pensais bricoler dans le garage, marcher un peu, voir mes petits-enfants plus souvent, peut-être partir quelques jours avec Claire hors saison. À la place, j'ai rempli le calendrier sur le frigo avec des rendez-vous médicaux, des horaires de pharmacie, des appels à l'assistante sociale, des relances de mutuelle. Les ordonnances étaient dans une pochette bleue. Les comptes rendus dans une chemise verte. Les factures dans une enveloppe Kraft. Claire me demandait parfois, en posant son assiette, si je rentrais encore à 21h. Je lui expliquais qu'ils avaient changé son traitement et que je devais passer à la pharmacie. Elle hochait la tête, sans reproche au début. Puis, avec les mois, son silence est devenu plus lourd que ses phrases. Quand le maintien à domicile est devenu impossible, j'ai dû monter le dossier EHPAD. Ceux qui n'ont jamais fait ça s'imaginent parfois qu'on signe un papier et que tout s'organise. En réalité, c'est une pile de justificatifs qui ne finit jamais. Carte vitale. Attestation de mutuelle. Avis d'imposition. RIB. Relevé de pension. Coordonnées du médecin traitant. Évaluation de dépendance. Demande d'aide. Courrier à la caisse de retraite. Appel à l'assurance maladie. Photocopie, signature, relance. Un mardi, j'ai passé 40 minutes au téléphone pour apprendre qu'il manquait une page déjà envoyée 2 fois. Le soir,
J'ai écrit à Alain et Thierry pour leur demander de venir samedi afin de visiter 2 établissements avec moi, car il fallait décider vite. Alain m'a répondu que ce week-end-là c'était impossible, mais de le tenir au courant. Thierry m'a écrit que, comme j'étais sur place, c'était plus simple pour moi et que je devais choisir ce qui me paraissait bien. Alors j'ai choisi. J'ai visité seul les chambres trop petites, les salles communes avec la télévision allumée trop fort, les jardins où quelques résidents regardaient passer les voitures. J'ai rencontré la direction, l'infirmière coordinatrice, puis Nadège, une aide-soignante référente qui a vite compris que j'étais le seul à répondre. Elle me demandait si elle devait m'appeler moi directement. Au début, je répondais que oui, mais que mes frères étaient aussi dans le dossier. Au bout d'1 an, je ne précisais plus rien. Avoir les papiers de papa, ce n'était pas du pouvoir. C'était des heures au téléphone avec des gens qui vous demandent encore un justificatif. C'était avancer une facture d'EHPAD parce que le virement de la caisse n'était pas encore arrivé. C'était passer à la pharmacie avant la fermeture. C'était expliquer 3 fois la même chose à un standard qui vous transfère au mauvais service. Mon père n'a jamais vraiment aimé l'EHPAD. Il disait que ça sentait la soupe trop cuite et l'eau de Cologne. Mais il aimait bien Nadège, parce qu'elle lui parlait comme à un adulte. Il avait une chaise près de la fenêtre et regardait le parking, surtout le dimanche. Il demandait parfois si Alain venait aujourd'hui. Je regardais son goûter intact, la compote encore fermée, la cuillère posée sur la serviette, et je lui répondais qu'Alain avait beaucoup de route, que Thierry aussi, mais qu'il viendrait bientôt. Je mentais pour protéger mes frères. Je mentais aussi pour protéger mon père de la vérité la plus simple, ses fils pouvaient venir, mais ils ne venaient pas. Les visites d'Alain étaient rares et toujours pressées. Il arrivait avec une chemise bien repassée, embrassait papa sur le front, demandait comment ça allait, puis regardait sa montre au bout de 20 minutes en expliquant qu'il avait encore 2 heures de route. Thierry, lui, venait surtout quand il pouvait être vu. Pour l'anniversaire de papa, par exemple, il avait apporté une boîte de chocolat et avait pris une photo avec lui dans le salon de l'EHPAD. Il l'avait envoyé dans le groupe familial avec un cœur. Ce jour-là, papa avait souri. Après le départ de Thierry, il m'avait demandé s'il revenait le lendemain. Je n'ai pas su quoi dire. La première vraie rupture est arrivée une nuit de février. L'hôpital m'a appelé à 23h47. Papa avait été transféré après des complications respiratoires. Le standard m'a passé un service, puis un autre. Mon téléphone n'avait presque plus de batterie. J'ai enfilé un pull à l'envers, pris mes clés, et je suis parti. Dans la voiture, j'ai envoyé un message aux 2 autres, papa est à l'hôpital. Le médecin dit que c'est une situation sérieuse. Venez si vous pouvez. Thierry a répondu à minuit 12, je ne peux pas venir, débrouille-toi. Alain a répondu que le lendemain à 8h31, je viens de voir. Tiens-nous au courant, mais là je ne peux pas. Je n'ai pas répondu. J'étais assis près d'un distributeur de café, sur une chaise en plastique qui me coupait le dos. Mon père dormait derrière une porte vitrée. J'ai fait une capture d'écran. Pas pour les piéger. Pas encore. Juste parce que je commençais à ne plus faire confiance à ma mémoire. Quand on est fatigué, on finit par douter même de ce qu'on a vécu. À partir de là, j'ai gardé les traces. Les emails de Nadège. Les factures payées. Les messages envoyés. Les absences de réponse. Les rendez-vous auxquels j'étais allé seul. Les courriers administratifs. Je classais par année dans une chemise cartonnée avec des onglets colorés, 2021, 2022, 2023, 2024. Claire me regardait parfois faire, tard le soir, dans la cuisine. Un soir, elle a réchauffé une soupe que je n'avais pas mangée. Le dossier était ouvert entre nous, à côté de la corbeille à pain. Elle m'a fait remarquer que j'aidais mon père, mais que je protégeais mes frères, et que ce n'était pas la même chose. Je me suis agacé. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait que je fasse, si je devais régler mes comptes pendant qu'il était vulnérable. Elle n'a pas haussé la voix. Elle m'a simplement dit qu'elle voulait que j'arrête de me laisser effacer. J'ai eu honte de lui avoir parlé sèchement. Claire avait perdu des soirées, des week-ends, des vacances reportées, sans être la fille de mon père. Elle me voyait rentrer vidé, nerveux, parfois injuste. Elle avait raison, mais je n'étais pas prêt à l'entendre entièrement. Notre fille Sophie, elle, l'était. Elle avait 42 ans, un ton plus direct que le mien,
et beaucoup moins de patience pour les petites lâchetés familiales. Plusieurs fois, elle m'a conseillé de tout garder, les captures, les mails, les factures. Je lui répondais que ce n'était pas un procès. Elle me disait, pas encore. La dernière hospitalisation de papa est arrivée au printemps. Cette fois, je n'ai pas eu besoin qu'on m'explique longtemps. Dans la chambre blanche, avec le bip régulier des machines et l'infirmière qui parlait doucement, j'ai compris que le corps de mon père était arrivé au bout de ses forces. Je l'ai appelé papa plusieurs fois, comme un enfant, alors que j'avais 63 ans. Il a ouvert les yeux une seule fois. Sa main était chaude dans la mienne. Alain a dit qu'il partirait dès que possible. Thierry avait une réunion qu'il ne pouvait pas déplacer. Mon père s'est éteint avant leur arrivée. Je n'ai pas eu une grande scène d'adieu. J'ai juste tenu sa main jusqu'à la fin. L'infirmière a prodigué les derniers soins, puis elle m'a laissé un moment. Après, on m'a remis un sac avec ses effets personnels, ses lunettes dans un étui rayé, une montre ancienne, un mouchoir propre, et son vieux couteau de poche qu'il gardait toujours même quand il n'en avait plus l'usage. Alain est arrivé le soir, très pâle, très digne. Thierry le lendemain matin, avec des yeux rouges et un parfum trop fort. Ils m'ont serré dans leurs bras comme si nous avions traversé la même nuit. Pendant 3 jours, ils ont parlé de peine, de souvenirs, de notre pauvre papa. Puis le ton a changé. Alain m'a appelé pour me demander si j'avais les relevés de ses comptes. Thierry voulait savoir ce qu'il avait signé exactement ces derniers mois. Alain est revenu à la charge pour me demander le nom du notaire. En 4 ans, il ne m'avait jamais demandé le nom de son cardiologue. En 3 jours, ils m'ont demandé 3 fois le nom du notaire. Je leur ai répondu calmement. Tout passerait par Maître Lenoir. Les papiers seraient remis au cabinet. Il n'y aurait pas de discussion dans un couloir, pas d'arrangement entre 2 portes, pas de partage de souvenirs transformés en inventaire. Je pensais que ça suffirait. Le jour des funérailles, j'étais trop fatigué pour être triste correctement. Il y avait les poignées de main, les voisins de l'ancien immeuble de mes parents, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des phrases toutes faites murmurées près du cercueil. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans une salle communale louée pour l'après-midi. Des quiches froides, des plateaux de charcuterie, des serviettes en papier, du café tiède dans de grands thermos et des bouteilles de vin blanc à moitié bu. Les gens parlaient à mi-voix, comme si le deuil exigeait qu'on baisse le volume même pour demander du pain. Claire restait près de moi. Sophie aussi. Alain discutait avec une tante. Thierry faisait des allers-retours entre la table et la porte, téléphone en main. Au début, les remarques étaient indirectes. Alain a dit, assez fort pour que 2 cousines entendent, qu'on ne savait même pas vraiment ce que papa avait signé ces derniers mois. J'ai posé mon gobelet de café et je lui ai rappelé que tout était chez le notaire, et qu'il le savait. Il a levé les mains, comme quelqu'un qui ne veut surtout pas faire d'histoire, en affirmant qu'il demandait juste de la transparence et qu'il ne fallait pas s'énerver. Thierry a ricané sans sourire, c'est facile de parler de transparence quand on était le seul à avoir accès à tout. Le silence s'est étiré. Une cousine a baissé les yeux vers son assiette. Ma tante Louise a murmuré quelque chose à son mari. J'ai senti Claire se raidir à côté de moi. J'ai essayé de répondre calmement, j'avais accès à ces papiers parce qu'il fallait payer l'EHPAD, renouveler les droits, envoyer les justificatifs, répondre aux médecins. Vous aviez les mêmes informations. Je vous envoyais tout. Thierry m'a coupé pour dire que je les avais tenus à l'écart et que je ne devais pas faire l'innocent. Alain a pris son ton le plus grave pour souligner que papa était vulnérable, que j'étais là tout le temps, et qu'ils avaient le droit de se demander s'ils n'avaient pas été influencés. Influencés. Le mot m'a frappé plus fort que si l'on m'avait traité de malhonnête, parce qu'il se donnait une apparence propre. Mes frères ne disaient pas encore que j'avais profité de la situation. Ils installaient l'idée, doucement, devant la famille, comme on pose une nappe sur une table sale. J'ai regardé Alain et je lui ai demandé s'il pensait vraiment ça. Il n'a pas répondu directement, se contentant de dire qu'il demandait juste à comprendre. Thierry, lui, n'a pas pris de gants. Il a mis sur la table le sujet de l'assurance vie et de la facture de clôture, affirmant que personne ne l'avait vu sauf moi. Là, quelque chose s'est refroidi en moi. Ce détail, Thierry n'aurait pas dû le connaître comme ça. La seule mention précise de l'assurance vie était dans une liste de pièces que j'avais préparée pour Maître Lenoir, après les funérailles. Alain a évité le regard de Thierry au moment même où je l'ai regardé. J'ai compris.
Ce n'était pas de la douleur qui débordait. C'était une stratégie préparée avant le repas. Ils s'étaient parlé. Ils avaient décidé que la meilleure défense contre leurs absences était de me transformer en suspect. Sophie a sorti son téléphone. Elle ne regardait pas l'écran. Elle me regardait, moi. Papa, montre-leur les messages. Maintenant. Je n'avais pas apporté le dossier pour ça. La chemise cartonnée était dans mon sac parce que je devais la déposer le lendemain chez le notaire. Je l'avais gardée avec moi par habitude, presque par peur de la perdre. Je n'avais pas prévu de l'ouvrir entre les quiches et le café. Claire a posé sa main sur mon avant-bras et m'a doucement dit de ne plus les protéger à mes dépens. J'ai respiré. Puis j'ai pris le sac sous ma chaise. J'ai sorti la chemise. Elle était épaisse, maintenue par un élastique fatigué. Les onglets colorés dépassaient sur le côté. Je l'ai posée sur la table. Les conversations autour se sont arrêtées pour de bon. J'ai annoncé calmement, vous voulez parler de ce que j'ai caché? Très bien. On va parler de tout ce que je vous ai envoyé. Alain a blêmi, me disant que ce n'était ni le lieu ni le moment. J'ai rétorqué que c'était lui qui avait choisi le lieu, et Thierry qui avait choisi le moment. Je n'ai pas crié. J'étais même étonné par le calme de ma voix. J'ai ouvert à l'onglet 2022. Pas le plus lourd. Pas le plus intime. Juste le plus simple. J'ai commencé à lire, le 14 mars 2022, mail de Nadège, EHPAD. Papa refuse de manger depuis 2 jours, demande de présence familiale. Je vous transfère le mail à 10h18. Alain, tu réponds à 17h42, impossible cette semaine, réunion importante. Thierry, aucune réponse. Thierry a soufflé, affirmant que je n'allais pas lire 4 ans de documents comme ça. Je lui ai répondu que quelques-uns suffiraient. Je suis passé à une capture d'écran. Le 9 février 2023, minuit 12. Hôpital. J'écris, papa est à l'hôpital. Le médecin dit que c'est une situation sérieuse. Venez si vous pouvez. Thierry, tu réponds, je ne peux pas venir, débrouille-toi au point. La phrase est tombée au milieu de la salle avec une banalité presque obscène. Je n'avais pas besoin d'en rajouter. Tout était là, dans ces 6 mots. Thierry a rougi, bredouillant que je ne savais pas ce qu'il avait ce jour-là. Je lui ai répondu que je savais très bien ce que papa traversait, lui. J'ai pris une autre feuille. Alain, le 3 mai 2023, après mon message sur le dossier EHPAD, arrête de nous culpabiliser, tu es sur place, c'est plus simple pour toi au point. Alain a serré les lèvres, m'accusant de sortir les choses de leur contexte. Sophie a levé son téléphone, lui précisant qu'elle avait le fil complet et que le contexte ne l'aidait pas. Personne n'a ri. Ce n'était pas drôle. C'était juste fini. J'ai montré les factures d'EHPAD que j'avais avancées, avec les virements de remboursement quand ils arrivaient. Les reçus de pharmacie. Les emails envoyés aux 2 frères. Les réponses sèches. Les non-réponses. L'attestation d'un rendez-vous avec l'assistante sociale où j'étais seul. Je n'ai pas tout lu. Je n'en avais pas besoin. Les cousins voyaient les dates, les en-têtes, les copies. Ils voyaient surtout les visages d'Alain et Thierry. Ma tante Louise a murmuré qu'on ne savait pas que c'était à ce point. Je n'ai pas tourné la tête, répondant que personne ne voulait savoir, et que c'était différent. Ma voix s'est cassée sur la fin, et c'est là que la colère est presque sortie. Je l'ai retenue, pas pour eux, mais pour moi. Je ne voulais pas que ma vérité ait l'air d'une crise. J'ai regardé mes frères droit dans les yeux, vous n'êtes pas venus quand papa appelait. Alors ne restez pas debout ici à parler d'amour filial quand il ne reste que les questions matérielles. Le silence qui a suivi n'avait rien de paisible. Il était épais, embarrassé, plein de choses que les gens comprenaient trop tard. Alain a reculé sa chaise, déclarant qu'il refusait cette mise en scène. Thierry a essayé de reprendre son agressivité en disant que je me faisais passer pour la victime, comme toujours. Je refermais la chemise. Je leur ai fait comprendre qu'à partir de maintenant, ils parleraient au notaire, et non à ma culpabilité. Puis je me suis levé. Claire s'est levée avec moi. Sophie a rangé son téléphone dans son sac. Quelques proches m'ont regardé comme s'ils voulaient dire quelque chose, mais ne savaient pas quoi. Je n'attendais plus grand-chose de leurs phrases. Nous sommes sortis dans l'air frais de fin d'après-midi. Sur le parking, Claire m'a pris la main.
Elle ne m'a pas dit que j'avais bien fait. Elle savait que ce n'était pas le genre de geste qu'on célèbre. Elle a juste dit, on rentre. Le rendez-vous chez Maître Lenoir a eu lieu la semaine suivante. Le cabinet était sobre, presque froid, avec une table claire, des dossiers alignés et des verres d'eau que personne ne touchait. Alain était arrivé en avance. Thierry regardait son téléphone comme s'il attendait un message qui pourrait le sauver. Claire m'accompagnait, assise à ma droite. Sophie n'était pas là, elle m'avait dit qu'elle me faisait confiance, mais qu'elle ne voulait pas respirer le même air que pendant 1 heure. Maître Lenoir était un homme calme, d'environ 50 ans, avec des lunettes fines et cette façon de parler des notaires qui adoucit même les mauvaises nouvelles administratives. Il a commencé par rappeler le cadre de la succession. En France, on n'aurait pas ses enfants d'un trait de plume. Il y a des règles, des parts réservataires, des documents, des vérifications. Mon père n'avait pas laissé un trésor secret, ni un testament spectaculaire. Il y avait sa maison modeste, un peu d'épargne, quelques meubles, des objets personnels, et des comptes à solder. Alain a repris son rôle, expliquant qu'il voulait simplement s'assurer que notre père avait pris ses décisions librement. Thierry a ajouté que, vu que je contrôlais tout, on pouvait quand même poser la question. Maître Lenoir les a laissés finir. Il n'a pas soupiré. Il n'a pas levé les yeux au ciel. Il a simplement ouvert un dossier séparé. Il a annoncé qu'avant toute discussion sur les dispositions, notre père avait demandé qu'une lettre soit jointe au dossier et lue en notre présence. Je me suis tourné vers lui, surpris. Une lettre? Je n'étais pas au courant. Maître Lenoir a ajusté ses lunettes et a précisé que mon père était venu le voir avec moi pour des questions administratives, mais que cette lettre lui avait été remise ensuite lors d'un échange séparé. Il était accompagné d'un membre du personnel de l'EHPAD pour le transport, sans moi. Il précisait cela pour éviter toute confusion. Alain a bougé sur sa chaise et a demandé de quand datait cette lettre. Le notaire a répondu qu'elle datait du 17 janvier de cette année-là. Il a expliqué que, même si mon père avait des moments de fatigue et des troubles de mémoire, ce jour-là, il avait estimé qu'il comprenait parfaitement la portée de sa demande. Ce document n'était pas un testament modifiant nos droits légaux, mais une déclaration personnelle. Il a sorti 2 feuilles. L'écriture de mon père était tremblante, plus petite qu'avant, mais je l'ai reconnue tout de suite. J'ai senti ma gorge se serrer. Maître Lenoir a lu d'une voix neutre, sans chercher les faits. Je veux que mes fils sachent que je n'étais pas toujours aussi perdu qu'ils le croyaient. J'ai oublié des dates, des prénoms parfois, mais je n'ai pas oublié qui poussait ma porte. Raymond n'a pas abusé de ma confiance. Il a pris les problèmes que les autres ne voulaient pas porter. Thierry a baissé les yeux. Maître Lenoir a continué. Alain disait qu'il viendrait. Thierry disait qu'il appellerait. Je les ai attendus des dimanches entiers. Je ne leur souhaite pas de mal. Ce sont mes fils. Mais je ne veux pas qu'on dise après mon départ que celui qui était là s'est approprié mes biens. Pendant que ceux qui promettaient de passer avaient toujours mieux à faire. Je ne savais plus où poser mes mains. Claire a glissé la sienne sur mon genou, discrètement. La lettre ne les insultait pas. Elle ne remettait pas en cause leurs droits. Elle ne faisait pas de moi un héros. Elle disait simplement ce que mon père avait vu depuis sa fenêtre, devant le parking de l'EHPAD. Un dimanche où personne n'était venu. Un appel manqué. Une promesse remise à plus tard. Et moi, qui arrivais souvent avec des sacs de linge propre, une ordonnance ou des biscuits qu'il ne mangeait presque plus. La dernière phrase m'a touché plus que toutes les autres. Si Raymond a parfois eu l'air dur, c'est peut-être parce qu'il était fatigué d'être mon fils à la place de 3. Maître Lenoir a reposé la lettre. Pendant quelques secondes, on a entendu que le bruit lointain d'une porte dans le couloir. Alain a tenté de garder son masque, arguant que papa était diminué et qu'il avait pu mal interpréter certaines choses. Le notaire a répondu sans agressivité que c'était son appréciation personnelle, que la lettre ne modifiait pas la réserve héréditaire et qu'elle était jointe au dossier simplement parce que mon père l'avait expressément demandé. Thierry a cherché mon regard, puis celui d'Alain, puis celui de Claire. Il n'a trouvé personne pour le soutenir. Il a marmonné qu'il n'avait jamais dit que j'avais agi de manière malhonnête. Claire a pris la parole pour la première fois. Elle lui a répondu fermement qu'ils avaient juste laissé tout le monde le penser, car c'était beaucoup plus confortable. Personne ne lui a répondu. La suite du rendez-vous a été purement administrative. La maison serait estimée. Les comptes seraient vérifiés.
Les factures restantes réglées. Les parts calculées selon la loi. Alain et Thierry n'ont pas été lésés. Ce n'était pas un film, et Maître Lenoir n'était pas là pour distribuer des leçons de morale. Mais ils ont perdu quelque chose qu'ils voulaient garder, la posture des fils dévoués, des hommes respectables tenus à l'écart par un frère trop présent. À la sortie, Alain est parti vite, sans serrer la main de personne. Thierry est resté une seconde sur le trottoir. Il m'a reproché le fait que j'aurais pu leur parler autrement. Je l'ai regardé. Il avait l'air sincèrement persuadé d'être encore une victime de ma manière de faire. Je lui ai simplement rappelé que je leur avais parlé pendant 4 ans, mais qu'il ne lisait pas. Il n'a rien répondu. Il a rejoint Alain. Dans les semaines qui ont suivi, la famille a changé de ton, mais pas d'un coup. Certains cousins m'ont envoyé des messages maladroits pour dire qu'ils ne savaient pas, pour me souhaiter du courage avec les démarches, ou pour affirmer que mon père devait m'être reconnaissant. Ma tante Louise m'a appelé un soir pour avouer qu'ils auraient dû venir plus souvent eux aussi. Je n'ai pas su quoi dire, alors j'ai juste répondu « oui ». C'était peut-être dur, mais c'était la vérité. Alain ne m'a plus appelé directement. Il écrivait au notaire, avec moi en copie, des messages polis et secs. Thierry a essayé 2 fois de relancer dans le groupe familial en disant qu'il fallait apaiser les choses. Sophie a quitté le groupe sans un mot. J'ai fait pareil quelques jours plus tard. La succession a suivi son cours. Pas vite, parce que rien ne va vite dans ce genre de dossier, mais proprement. Cadre légal. Notaire. Inventaire. Signature. Plus de conversation à voix basse autour d'une table. Plus de sous-entendus entre 2 verres de vin blanc. J'ai gardé peu d'objets de mon père. Sa montre ancienne, même si elle retardait toujours de 10 minutes. Son couteau de poche, nettoyé et rangé dans un petit étui. Son carnet de jardinage, avec des notes d'une écriture plus ferme que celle de la lettre, semer les haricots après les seins de glace, tailler le rosier près du portail, penser à acheter du terreau. J'ai aussi gardé une photo jaunie où il tenait ma fille Sophie bébé, l'air effrayé par la responsabilité de ce petit paquet dans ses bras. Un samedi matin, j'ai rangé la chemise cartonnée dans le tiroir du bas du buffet. Pas jetée. Pas exposée. Rangée. Pendant longtemps, ce dossier avait été mon armure et ma prison. Je savais qu'il était là si quelqu'un tentait encore de réécrire l'histoire, mais je ne voulais plus vivre dedans. Claire préparait du café dans la cuisine. La maison était silencieuse, d'un silence différent de celui de l'EHPAD ou de l'hôpital. Pas un silence d'attente. Un silence où rien ne sonnait, où personne ne demandait un justificatif, où aucun standard ne me transférait vers un autre service. Elle m'a demandé si je l'avais rangé. J'ai répondu que oui. Elle m'a demandé si ça allait. J'ai regardé mes mains. Pendant 4 ans, elles avaient tenu des formulaires, des sacs de linge, des ordonnances, la main de mon père. Ce matin-là, elle ne tenait rien. Je lui ai répondu que je croyais que oui, pas complètement, mais oui. Je n'avais pas gagné contre mes frères. Il n'y avait pas de victoire à tirer de la perte d'un père, d'une famille abîmée et de dimanches passés à attendre des hommes qui ne venaient pas. Mais j'avais arrêté de perdre contre leur silence. Je n'attends plus d'excuses. Peut-être qu'elles viendront un jour, dans une phrase mal tournée, à Noël ou devant une tombe. Peut-être jamais. Ce n'est plus ce qui décide de ma paix. Mon père savait. C'est peu, peut-être. Pour moi, c'est assez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.